l'agression terroriste, le rapport sur l'indice du développement humain, Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le Togo, dignement représenté par son président du Conseil Faure Essozmna Gnassingbé et son ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet. Et puis, Sénat à l'appui de l'UFC et Innocent Kagbara du PDP, désormais membre du Parlement de la CEDEAO. Voilà les titres de l'évangile de cette semaine. Bienvenue à toutes et à tous dans la paroisse Bon Berger de la télévision deuxième, partout où vous êtes, grâce au bouquet Canal Plus et à l'application YouTube. Cette messe sera co-célébrée par Atia Ibrahim à droite, à ma droite, à votre gauche. Il est le directeur de publication, donc curé de la paroisse Temps Nouveau, et Jules Ferry Agbo. À gauche, il est analyste sociopolitique, président national du mouvement Fort et Grand, et puis ambassadeur genre et développement 2021, à qui je souhaite une respectueuse et confraternelle bienvenue. Au cadrage, nous avons Djelil Dieda qui nous prête sa main, et à la réalisation, c'est encore lui, de même qu'à la mise en ligne. À la diffusion, nous avons les doigts magiques de Prince Agbessi. Voilà donc l'équipe technique grâce à laquelle vous nous suivrez depuis chez vous et partout à travers le monde. Je suis Eric Tanandé, le prince héritier de la Bina. Voilà les civilités. À présent, la messe. Le Togo s'est souvenu pour la 39e fois, le mardi de l'agression terroriste, outre le traditionnel dépôt de gerbes. Des hommages ont été rendus au père de la nation, feu général Gnassingbé et Adema, puis à l'armée dans sa diversité. Vous avez certainement suivi tout cela sur toute l'étendue du territoire. Vos commentaires m'intéressent. Et vous, c'est vous, Atia Ibrahim, et puis Jules Ferry. Atia, vous avez suivi? Oui, nous avons suivi la commémoration de l'agression terroriste de 1986. Et il faut dire que le Togo s'est souvenu de cette agression. Vous savez qu'un groupe de terroristes, ou bien nous pouvons appeler un groupe puissamment armé, a quitté l'autre frontière ouest pour envahir la capitale Lomé avec l'intention de déstabiliser les institutions de la République. Et bien évidemment, dans leur viseur, c'était Faye Gnassingbé Adema qui était président à l'époque. Donc c'était pour le déposer. Donc on parle d'un attentat et vous comprenez ce que cela veut dire. Donc grâce à la bravoure des forces armées togolaises, à une certaine disons discipline qui les caractérise, ils ont pu mettre en déroute ces assaillants. Et c'était vraiment une situation que tout le peuple togolais à l'époque avait chanté, loué, parce que voilà, nous avons pris le dessus sur les terroristes, l'ennemi bien évidemment. Donc c'est ce qui a aussi amené, dans le cadre de la commémoration des 20 ans de la disparition de Faye Gnassingbé Adema, d'organiser, disons, une conférence dont vous parlez, et pour pouvoir rendre hommage à ces forces de défense et de sécurité du Togo qui ont beaucoup travaillé et qui continuent toujours à travailler pour la stabilité de notre pays et pour mettre en place, comme nous le disons, des opérations, des systèmes pour pouvoir garantir la sécurité dans notre pays. Voilà, et, grosso modo, ce que nous pouvons retenir de la commémoration de cette attaque terroriste de 86 au Togo, et comment cela a été d'une manière ou d'une autre
revécu dans la mémoire collective des Togolais. Je reviendrai à vous, le temps de me tourner vers Jules Ferry, à qui je souhaite également une cordiale bienvenue, une fois encore, parce que ça fait un peu bail, quelques lurettes, comme le dirait l'autre, qu'on ne s'est pas vu. Pareil pour vous, Acha. Bien évidemment. Et aujourd'hui, on se retrouve par la grâce de Dieu. Et voilà. Comment va le mouvement MFEG? Merci, M. Eric. Merci à l'aîné aussi. Oui. Bon, je dirais que nous devons d'abord rendre gloire à Dieu pour cette reprise de notre émission après ce grand temps de pause. Et dire merci à l'équipe dirigeante et aussi rendre hommage à notre président du Conseil, chef suprême de notre armée. Parlons de l'attaque terroriste de 86. Vous devez toutefois noter que nous avons un pays de paix. Parce que ce pays a été dirigé par un grand homme qui prône toujours la paix dans notre pays et dans la sous-région. Malgré son absence, nous constatons que son héritage, qui est de garantir la paix dans sa famille, est toujours l'esprit de son fils, qui est actuel président du Conseil. Vous devez aussi savoir que le président du Conseil actuel, pour ce nouveau mandat, vous avez vu les innovations. Les 20 ans de disparition du général ont permis à plusieurs jeunes aujourd'hui de découvrir la réalité de ce qui s'est passé. Les activités qui ont commencé depuis le 5 février jusqu'au jour d'aujourd'hui, à partir de ces activités-là, je dois féliciter un homme, le ministre de l'administration territoriale. Oui. Le colonel Awaté, oui, Abalo. Et vous devez comprendre que pour accompagner un homme de vision, il faut des hommes de vision. Ces innovations ont permis à ceux qui ne sont pas dans cette capacité d'avoir la vérité et de se laisser manipuler, de découvrir la vérité. J'ai assisté la dernière fois à l'hommage rendu aux forces de défense. Les témoignages de cette conférence nous ont aussi permis d'avoir certaines informations. Donc sur ce, nous allons toujours prier que Dieu puisse garder nos dirigeants, leur donner l'énergie nécessaire de surmonter les obstacles qui peuvent toutefois les empêcher à mieux nous servir. Merci. Oui, Acha, je reviens vers vous pour une question qui me tient aussi à cœur. À voir ce qui a été organisé, les hommages, en passant par le traditionnel dépôt de gerbes, les hommages à feu Yansibou Yadema, père de la nation, sous le règne de qui la tentative a été orchestrée, et les hommages aux forces de l'ordre et de sécurité, du moins à l'armée. Alors, tendons-nous progressivement vers un retour sur la célébration de cet événement tel que effectué dans le temps avec le général défilé, avec tout ce qui va avec. Tout à fait. Non, je ne pense pas que ce soit le retour vers la commémoration avec faste de cette journée d'agression terroriste. Je ne le pense pas. Mais ce qu'il y a eu, comme nous disons, une coïncidence de date, puisque l'année 2025 a été décrétée une année d'hommage à Feu Yansibou Yadema. C'est dans le cadre de ces hommages-là que la conférence publique a été organisée. Et vous savez, quand on parle du 23 septembre, on ne peut pas occulter le rôle important les forces de défense et de sécurité ou bien les FAT. Donc c'est ce qui a fait que cette conférence a été organisée de manière à amener
amené toute la communauté, l'opinion nationale, bien évidemment internationale, à comprendre le rôle que cette armée a joué, et ce 23 septembre 1986, et évidemment aussi aller au-delà et parler aussi des interventions des forces de défense et de sécurité dans le maintien de la paix. Vous savez qu'ils sont aussi sur des théâtres à l'étranger. Quand on parle de la lutte contre le terrorisme au Sahel, vous avez vu, ils ont fait leur preuve dans l'ONUCI. Dans l'ONUCI, ils ont fait leur preuve aussi dans la MINUSMA, ils ont fait aussi leur preuve. Ils continuent de faire leur preuve actuellement aussi à l'extrême nord du pays, où il y a des groupes terroristes qui cherchent à faire des incursions, qui cherchent à prendre des portions de notre territoire. Dieu merci. Et jusqu'alors, cette vaillante armée togolaise a su le contenir. Et selon les informations que nous avons, et selon les informations beaucoup plus factuelles, parce que nous avons des confrères aussi qui ont pu faire le déplacement, nous avons aussi des confrères de l'autre côté aussi, et nous faisons aussi des enquêtes pour pouvoir avoir des informations auprès de certains militaires qui sont sur le théâtre là-bas. Donc aucune portion, comme je le disais, n'a été prise. Donc il faut dire que c'est un travail louable qui se fait là-bas, et il faut saluer aussi l'esprit d'anticipation des autorités togolaises, parce qu'il parlait de suite du président du conseil qui continue toujours par veiller à ce que la paix et la stabilité de notre pays puissent être d'actualité. Donc c'est pourquoi je disais qu'il faut saluer leur esprit d'anticipation, parce que depuis disons 2018, le Togo avait déjà mis en place l'opération Kundouare, et qui permet avec efficacité et dextérité de protéger nos frontières à l'extrême nord du pays. Il faut vraiment saluer cet esprit d'anticipation, parce que quand je vois un peu avec nos voisins de l'Est ce qui se passe un peu dans leur portion de territoire, dans le Pendjari ou bien dans le parc W, ce qui se passe de l'autre côté, vraiment il faut dire que les nôtres ont pris le bon bout, et que vraiment nous arrivons quand même à repousser toutes les velléités d'incursion de ces malfaiteurs-là, qui cherchent par tous les moyens à faire une connexion avec la côte. Donc, il faut vraiment apprécier cela. Raison pour laquelle l'hommage a été rendu. Mais il faut dire tout simplement que je ne pense pas qu'on est en train de ramener 23 septembre avec les prises d'armes, défilés, et après la fête des fêtes, parce qu'ils se disent que bon, ils ont pris les dessus, ils ont vaincu l'ennemi, donc il faut, comme on le dit, se saouler la gueule après le défilé. Non, c'est pas ça. Voilà, Gilles, cette question vous intéresse également? Est-ce qu'on est en train de revenir vers défilé, etc. et tout ce qui entourait cette journée, que Fort a jugé mieux de juste transformer en journée de recueillement, et puis entre-temps, et puis bon voilà. Je ne pense pas, comme Landé vient de le dire, vous devez prendre le parcours du président du conseil pendant les 20 ans, dès son arrivée, de 2005 à 2025 aujourd'hui, vous devez constater beaucoup de changements dans les pratiques d'hier par rapport à aujourd'hui. Au niveau des festivités, comme le confrère vient de le dire, il a supprimé petit à petit certaines fêtes, certaines manifestations qui font dépenser le pays pour rien. Par exemple, le cas de 13 janvier et certaines choses. Petit à petit, il les a changées d'une manière à ne pas l'oublier, mais on le célèbre autrement. Donc, dire qu'on va revenir encore à des manifestations d'animation et autres, là, non, je ne pense pas. Je pense que la bonne manière, c'est cette formule-là que le ministre de l'administration territoriale a proposée, et que nous avons tous apprécié. Et si l'autorité n'a pas apprécié, je ne pense pas qu'il allait le mettre à l'œuvre. Donc, nous allons continuer dans le même sens. Cela nous permet aussi de réduire certaines dépenses, parce que nous avons plein de défis à relever et qui ont besoin nécessairement des moyens. Ok, merci pour vos analyses sur ce sujet.
Je crois qu'on ne peut que remercier et saluer vraiment la clairvoyance de nos autorités. Et comme vous l'avez dit, un coucou au ministre de l'administration territoriale qui a vraiment été un des acteurs marquants de cette innovation. Le Togo, bon élève en matière de développement humain, c'est ce qu'on est tenté de dire suite à un rapport récent en la matière qui classe notre pays, le Togo, au deuxième rang de l'Union monétaire ouest, l'Union économique et monétaire ouest africaine UEMOA, et 4e en Afrique de l'Ouest. N'est-ce pas, Atia, des prouesses à saluer également? Oui, bien évidemment, c'est des prouesses à saluer parce que quand on nous classe en matière d'indice du développement humain comme un pays qui est moyen, ça voudrait dire qu'il y a des efforts qui sont déployés pour créer et mieux être dans le pays et en même temps moderniser un certain nombre de structures pour amener les populations togolaises à jouir d'une manière ou d'une autre de tout ce qu'il y a comme service dans le pays. Donc quand je prends un peu ce qui a concouru à notre classement, bon classement, c'est qu'il y a eu beaucoup d'efforts en matière d'électrification. Vous savez qu'il y a beaucoup de projets actuellement qui sont conduits de manière à ce que les zones les plus reculées puissent avoir accès à l'électricité. Donc il y a aussi ce projet qui voudrait d'une manière ou d'une autre aussi mettre fin à ces branchements anarchiques, ce que nous appelons les toiles d'araignée. Et donc c'est des efforts qui sont visibles et qui sont appréciés à leur juste valeur. Si je prends un peu aussi la digitalisation, c'est un élément aussi très important parce que actuellement les services publics, que ce soit la nationalité, le passeport, les duplicataires, tout ça, là, tout se fait en ligne. Donc c'est une manière d'améliorer le quotidien des Togolais parce qu'avant, les longues files d'attente, il faut toujours se réveiller très tôt pour aller. Bon, maintenant, avec Internet, vous avez la possibilité de faire votre demande, la demande est travaillée, traitée, et on vous donne rendez-vous. Et là, vous voyez que ça fait moins d'encombrement. Donc voilà, c'est des services qui améliorent le quotidien des Togolais. Sans oublier aussi le port de Lomé, il y a aussi beaucoup d'efforts qui sont déployés là-bas et vous allez voir que avant les temps d'enlèvement des conteneurs et tout ça là, bon, aujourd'hui en tout cas il y a une certaine facilité dans les manières de faire. Donc il y a tous ces efforts, bien toutes ces initiatives et mécanismes qui ont été mis en place qui font que le Togo arrive à améliorer d'une manière ou d'une autre son classement en matière d'indice de développement humain. Donc tout ceci, bien évidemment, Madame Sandra, la secrétaire Ablamba, oui, Madame la ministre et secrétaire générale de la présidence du Conseil a dit, et ça a été ce que tous nous pouvons retenir, c'est sous le leadership du président du Conseil que tous ces efforts ont été déployés et tous ces services ont été améliorés de manière à moderniser les structures dans notre pays. Donc c'est à saluer l'exploit, mais à temps nouveau, nous estimons que le Togo peut faire mieux. Et là, nous invitons les autorités togolaises à redoubler encore plus d'efforts et de manière à ce que, voilà, nous avons un rendez-vous avec le développement en 2030. Je reviendrai à vous sur l'autre aspect de cette question que vous êtes en train de toucher là. Le temps d'avoir également l'avis du jeune Jules Ferry par rapport à cette question. Est-ce qu'on peut applaudir des deux mains et des deux jambes? Le Togo avance. Vous aussi, vous avez vu? S'il faut soulever le Togo pour dire au monde entier que malgré tout, nous avancions sans pression, nous devons le faire. Donc, c'est un moment de féliciter d'abord le président du Conseil par rapport à son leadership. Si nous avons ce résultat, cela est dû à ces réformes-là qu'il a déclenchées depuis son arrivée au pouvoir. Vous allez voir que l'indice de développement humain est toujours évalué selon certains critères. Et si vous prenez l'exemple de ces secteurs-là,
qui sont identifiés dans le domaine de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, du social, vous allez voir que nous avons beaucoup progressé. Et si ces institutions, après... Même dans le secteur des infrastructures. Hein? C'est ce que je vais à venir. Si ces institutions, après leur investigation, ont constaté que nous devons quitter CP1 pour arriver au CEP2, c'est-à-dire faible pour être moyen, nous devons dire que c'est grâce à ces réformes-là. Et nous devons toutefois continuer à soutenir le processus pour que nous quittions le moyen pour arriver l'excellence. À l'excellence. Pourquoi pas? Donc, au niveau de l'éducation, vous avez constaté le changement que le ministre de l'enseignement a apporté. Hein. Et j'ai suivi un peu ces derniers moments du gouvernement de transition aussi. J'ai suivi les actions de certains jeunes ministres qui ont été nommés. Et vous allez savoir que les gens ont vraiment souhaité faire quelque chose. Et quand l'occasion s'est présentée pour eux, ils ont prouvé. Que la jeunesse est capable. Hein? La jeunesse est capable. Prenez l'exemple du ministre de la Santé. Il a encore sorti un communiqué la dernière fois sur la vente des médicaments au sein des centres de santé publique où les gens augmentent les prix autres. Et il faut prendre un peu le temps d'observer les gens qui suivent les traces du PC. Chaque jour, vous allez les voir sur le terrain pour surprendre le personnel, voir ce qui se passe en réalité sur le terrain et savoir comment est-ce qu'il faut proposer des solutions idéales à ces problèmes-là. Donc, si nous sommes aujourd'hui montés sur ce niveau-là pour se dire qu'on avance, ce n'est pas que les gens dorment pour dire qu'on avance. C'est par rapport à un travail et un suivi. Et que c'est par rapport aussi à la rigueur du président du conseil qui donne des instructions. Et que si le père ne suit pas les instructions qu'il a données, je pense qu'on n'aura pas cette chance-là d'arriver jusqu'à ce niveau-là. Donc, nous devons continuer le travail. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on est félicité, encouragé, qu'on doit relâcher. Qu'on doit relâcher. Plutôt, on doit quitter là pour monter, pour prouver à ceux qui nous ont fait confiance, à dire que, vraiment, nous sommes capables, nous ne voulons plus reculer, mais on veut avancer, malgré les obstacles. À l'école, nous disons que le bon élève, c'est celui qui toujours améliore. Hein? C'est celui qui toujours améliore. Aujourd'hui, vous avez 11. Si demain, vous avez 12, vous êtes un bon élève. Voilà. Vous êtes un bon élève. Oui, Atia, mais le débat qui s'instaure aussi bien dans les coulisses que sur les réseaux sociaux surtout, c'est de savoir quel impact cette avancée a sur le vécu quotidien des Togolais qui semblent, je dis bien qu'ils semblent, ne rien ressentir. C'est ce que les gens disent, mais est-ce qu'ils maîtrisent, comme il a relevé, les critères du développement? Tout à fait. On nous a enseigné à l'école que le développement se mesure par un certain nombre de critères. Tout à fait. Alors, mais les gens crient que oui, le Togo a avancé, mais dans nos assiettes, c'est toujours la même chose. Oui, je pense qu'il faut d'emblée dire que notre progrès est significatif, mais pas très significatif. D'autant plus que nous avons quitté la classe d'indice de développement humain faible pour aller vers la classe d'indice de développement humain moyen. Voilà. Donc ça voudrait dire que nous avons fait un pas et nous avons dit les raisons qui ont amené à ce que nous puissions faire ce pas qualitatif. J'ai dit qualitatif. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et beaucoup de mécanismes qui ont été mis en place pour améliorer le quotidien des Togolais. Pour le moment, nous n'allons pas le sentir, bien évidemment, parce que voilà, et notre préoccupation majeure aujourd'hui, c'est la nourriture, vous savez. Mais sur d'autres facettes, il y a quand même des avancées que nous notons, mais peut-être que les gens ne vont pas le sentir tout de suite, mais au fil du temps, les gens verront qu'il y a quand même tout un ensemble de mécanismes qui sont déployés
pour qu'au final, le citoyen puisse se sentir à l'aise. Donc, quand je prends l'électrification, pour le moment, les gens ne vont pas sentir qu'il y a quand même l'extension du réseau. Mais ceux qui sont dans les zones reculées, qui n'ont jamais eu la lumière, mais qui, dans ces derniers trimestres, ont pu avoir accès au branchement à l'électricité, savent qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Ceux qui n'ont jamais eu aussi accès à l'eau de la TDE, mais par la force des choses, avec l'extension du réseau, ils ont pu avoir la TDE dans leur maison. Ils savent que les choses sont en train de progresser. Mais le véritable problème, vous savez, c'est se nourrir, c'est se soigner, et tout ça là, même si ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'efforts avec la construction, ou bien la rénovation et la réhabilitation des centres de santé. Et c'est visible à travers le pays. Et la construction de nouveaux centres de santé. Au niveau de l'école aussi, vous voyez un peu la gratuité de l'école, accompagnée avec les infrastructures scolaires aussi qui sont d'une manière ou d'une autre en chantier. Donc ça prouve qu'il y a des efforts qui sont en train d'être, disons, faits, mais seulement que selon nos attentes, selon ce que nous aurions voulu, ce n'est pas à ce rythme. Mais les autorités nous rassurent quand même que le travail est en train d'être fait, l'effort est soutenu et que la volonté y est, et nous osons croire que dans un futur proche, je vous retiens et je vous relance en votre qualité de journaliste pour vous demander, est-ce que les populations sont vraiment informées de tout ce que vous venez d'évoquer comme effort? Est-ce qu'il y a un problème d'une carence de communication autour des actions de l'État? Vous, journaliste, combien de fois votre journal a pu parler de ces avancées, ou du moins de ces critères sur lesquels on se base pour apprécier l'avancement d'un pays? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication autour des actions? De par le passé, je dirais qu'il y avait un sérieux problème de communication, mais depuis un certain temps, et la cellule de communication au niveau de la présidence de la République essaie de nous ventiler des informations. Voilà. Et ça, il faut saluer cela. Et saluer aussi les séances de présentation de rapports qui sont aussi faites par Mme Ablamba Johnson, qui se démène à pouvoir mettre les populations au parfum de tout ce qu'il y a comme innovation, de tout ce qu'il y a comme avancée dans le pays, et de parler aussi de façon aussi claire, sans langue de bois, sur en tout cas l'évolution du Togo en matière de développement et tout ça là. Donc ça, il faut saluer cela. C'est une source très crédible en matière d'information, puisque nous parlons des informations institutionnelles. Quand on l'a, le journaliste au niveau de son officine peut traiter l'information et voir éventuellement comment aussi les reproduire. Donc ça, nous saluons l'avancée là. Mais l'autre problème, c'est que il n'y a pas un mécanisme aussi huilé. Je dis huilé parce qu'il y a la loi qui nous demande, qui nous autorise à avoir accès aux sources d'information, mais c'est que dans la faisabilité, quand vous allez dans certains services, vraiment, vous n'arrivez pas. Il y a obstruction, on n'arrive pas à vous donner les informations. Parfois, on vous dit que, bon, le ministre n'a pas donné son OK. Et supposez que vous êtes à Dapan, vous voulez vérifier quelque chose, on vous dit qu'il faut revenir à Lomé avant d'avoir l'autorisation du ministre ou bien du DG de tel là-bas. Bon, c'est des mécanismes qui ne nous permettent pas d'aller vite en matière d'information. Monsieur Eric, vous-même, vous êtes de la presse, vous savez, l'information, c'est une denrée périssable. Très périssable. On n'a pas ça à temps. Voilà, ça nous pénalise et ça ne nous rend pas le travail assez fluide. Donc, c'est à ce niveau que je dirais qu'il y a beaucoup de choses à faire, et les organisations de presse sont en train de travailler là-dessus. C'est avec plaisir que je vous écoute sur cet aspect-là, parce que pas plus tard que dimanche, la semaine passée, dans la messe, j'ai tout fait. J'ai fait feu de tout bois pour avoir certaines personnalités sur ce plateau pour nous parler de vive voix de certains projets, notamment autour de la rentrée, avec toutes les réformes qui ont été faites. J'avais voulu voir une personne ressource du ministère pour vraiment en parler, pour que les gens soient bien informés. Mais bon,
je n'ai pas vu, je n'ai pas eu succès. C'est pour cela que je me dis que s'il n'y a pas un problème de communication qui fait que les gens pensent ou croient que rien ne se fait, heureusement, nous on fait notre travail. Bien évidemment. Contre rien, mais on le fait. Nous avons choisi de le faire et nous le faisons bien. Alors, Jules, vous prononcer sur ce sujet, sinon je voudrais vous balancer une autre question, à moins que vous n'ayez quelque chose à dire par rapport à ce qui se dit, malgré tous ces efforts que l'État fait par le truchement du président du Conseil et puis ses ministres. Oui, Monsieur Eric, nous avons toujours parlé depuis plusieurs années sur la même question de communication. Les personnes les plus touchées dans ces choses-là, c'est les personnes qui sont à la base, comme le confrère vient de le dire. Il faut avoir cette possibilité de communiquer et expliquer ce qui se fait. Aujourd'hui, nous qui sommes un peu informés, nous savons qu'il y a un progrès, il y a un changement, il y a un processus qu'on doit accompagner pour atteindre l'excellence. Maintenant, est-ce que le citoyen lambda le sait? Non, lui ne le sait pas. Si aujourd'hui, il voit... Il regarde seulement dans l'assiette. Hein? Il voit aujourd'hui, certains sont en train de manger du poulet. Et lui, depuis le matin, il n'a rien mangé. Il n'a rien mangé. Est-ce que tu penses que cette personne-là aura les oreilles pour écouter celui qui est en train de manger? Non. Il faudrait toujours avoir cette possibilité que nous sommes maintenant dans la décentralisation. Les élus locaux doivent se servir de ces occasions-là pour jouer pleinement leur rôle. Parce que dans les tests de la décentralisation, chaque conseiller municipal ou régional a un rôle à jouer. Et ce rôle est mentionné dans le test. Vous représentez une communauté. Ce qui se fait par les autorités, vous êtes censé de relayer ça cela à votre base. À votre base. Il faut faire un tour. À part les sessions de certains autres. Est-ce que les gens ont un cadre où ils échangent avec leur base, dans leur village, dans leur canton, et dans leur quartier, pour expliquer même ce qu'ils sont en train de faire au niveau du conseil? Non. On se contente de célébrer les mariages et puis... Et c'est tout. Donc, il faut voir même, parce qu'il faut être aussi outillé à connaître les tests pour savoir que c'était droit et c'était devoir. Voilà, c'est pourquoi nous attendons vivement la nomination des nouveaux maires pour qu'on voit si des choses vont changer. Mais, Atia, une question un peu banale, mais qui me tient à cœur. Notre misère n'est-elle pas aussi due à la mauvaise gestion de notre train de vie, par exemple, qui fait que nous ne sommes jamais satisfaits? On se sent toujours dans la misère. Est-ce qu'on ne met pas trop haut souvent la barre de notre vie? Non, il faut dire tout simplement que le Togolais est moyen et modeste dans sa façon de faire. Parce que quand nous voyageons un peu en Côte d'Ivoire, nous voyons beaucoup de choses. Au Cameroun, quand vous allez là-bas, mais quelqu'un qui n'a pas encore vidé 2 casiers de bière la soirée, il n'a rien fait. Vous voyez, donc, comparativement au Togolais, ce n'est pas ça. Au Togo, avec une bouteille, 2 bouteilles, vous êtes satisfait. Donc, il faut dire tout simplement que nous avons aussi un niveau de vie pas trop reluisant. Et ça, il faut travailler là-dessus aussi, bien évidemment, parce que c'est une question de pouvoir d'achat. Quand vous n'avez pas un salaire conséquent, vous ne pouvez pas aussi vous permettre certaines choses. Quand vous n'avez pas aussi des mécanismes qui puissent créer de la richesse et le faire répercuter sur l'ensemble des populations, vous ne pouvez pas aussi être aussi heureux. Donc, il y a un travail quand même à faire pour améliorer le quotidien des Togolais, parce que nous ne devons pas être les derniers de la classe en matière de prospérité, en matière de résilience. Voilà. Donc, je pense que c'est sur cet aspect qu'on doit beaucoup regarder. Jules, est-ce que le Togolais ne met pas trop haut là-bas son train de vie? Non, je vais dire oui et non. Pourquoi? Parce que le Togolais en général, ce ne sont pas des gens compliqués. Et le Togolais n'aime pas vivre au-dessus de ses moyens. Bon.
À ces derniers moments, vous allez voir que certains qui ont fait un peu le déplacement et autres, ce sont eux qui ont copié de mauvaises habitudes ailleurs pour venir. Parce que si vous voyez même dans le quartier, certains ont les moyens, mais ils sont toujours discrets. Quand vous les voyez, ils ne se font pas voir pour que vous sentiez qu'ils ont les moyens. Mais c'est ceux-là qui ont toujours cette façon de conseiller les jeunes qui veulent dégamer. Mais est-ce que vous pensiez que tout le monde comprend le sens de ce que vous venez de dire, que nous devons vivre en fonction de nos moyens? Si je n'ai pas l'argent de boire une bière et que j'ai 200 pour prendre noix de coco, je le prends sans pression. C'est ce qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, vous pouvez terminer votre parcours scolaire et vous ne trouvez pas du boulot au niveau de la fonction publique. Ouais, les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Monsieur Eric, vous n'êtes pas sans savoir que tout le monde ne travaillera pas dans la fonction publique. Tout à fait. Certains ont commencé à entreprendre, ils ont laissé. Ils ne sont pas arrivés au bout. Parce que 2 obstacles, 3 obstacles, ils ont laissé. Donc, nous devons aussi voir du côté de la force du destin. Certains ont fait plus de 20 ans au Togo sans payer un quart de l'eau. Mais dès qu'ils ont quitté le Togo, aujourd'hui, ils ont construit plusieurs maisons qui sont en location. Or, eux-mêmes ici, pour payer le loyer de 5 000, c'était difficile pour eux. C'est de la même manière que certains sont à Lomé. Ils n'ont même pas bougé pour aller même à 5AC. Mais ils ont construit des maisons. Ils ont réalisé. Donc, nous devons aussi voir ce côté. Donc, c'est le pourquoi j'ai dit oui et non. Certains vivent en fonction de leurs moyens et ils sont heureux. La preuve est que, est-ce que dans ce pays, tu as vu tout le monde se jeter dans des affaires politiques? Non. Est-ce que tu as vu quelqu'un se prononcer dans une histoire de parti politique? Il y a certains qui sont neutres comme ça, mais ils sont très à l'aise dans le pays. Ils ne sont ni à gauche, ni à droite. Ils sont neutres, mais ils sont à l'aise. Et quand vous parlez que ça va mal, ils vont dire non, ça va. Avec les affaires, ça va. Donc, comprenons que nous devons savoir gérer nos émotions. Surtout nos émotions pour ne pas se laisser manipuler que c'est grâce à X que je n'ai pas mangé aujourd'hui et Y me fera manger demain. Non. D'accord. Non, je voulais passer ajouter un mot. Ajouter seulement quelque chose pour dire tout simplement qu'il y a des mécanismes que l'État a mis en place pour amener la jeunesse togolaise à s'épanouir. Sauf qu'au niveau de ces mécanismes, on ne sent pas encore un déploiement assez solide. Il y a aussi la communication aussi. Le mentorat aussi ne marche pas très bien parce qu'il faudrait que quelqu'un aussi vous montre la voie à suivre et tout ça. Donc il faut développer ces axes-là pour que tout ce qui a été fait comme mécanisme et effort au niveau du Togo pour créer un cadre incitatif pour promouvoir les jeunes puisse prendre aussi son envol. Sinon, sans cela, on peut beau mettre des cadres, mettre des milliards dans des projets et tout ça là, ça peut ne pas prendre quoi. Donc, je voulais que les autorités continuent pas à travailler, mettre en place un système qui puisse enrôler. Bien évidemment, incitatif qui puisse enrôler le maximum des Togolais et vous verrez que ça sera fait à la chaîne, quoi. Quand je prends l'agriculture, c'est un domaine qui tient à cœur les autorités. Il y a beaucoup d'investissements qui sont allés dans ce sens, mais est-ce que ça a pris un nombre assez conséquent de jeunes en charge? Non. Donc il faudrait qu'on commence déjà par avoir ce système de mentorat et orienter véritablement les jeunes vers des secteurs porteurs. C'est ça. Merci beaucoup. On va à notre sujet. Et c'est toujours le Togo qui est à l'honneur. Le Togo a encore fait parler positivement de lui lors de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Hautement impressionné par le président du Conseil, son Excellence Fort Eswazina Nyasingbe, et son ministre des Affaires étrangères, professeur Robert Doucet. C'est tout à l'honneur du peuple togolais, n'est-ce pas, Jules Ferry?
c'est un honneur. Vous allez constater que depuis quelques années, le Togo a pris son destin en main. Et certaines choses qui se disaient avec caresse, aujourd'hui, on le dit sans caresse. Et si vous voyez le discours du ministre Robert des Affaires étrangères, vous allez sentir que aujourd'hui, nous sommes engagés pour ne plus reculer, mais on veut avancer. Et ces dires, ces révélations, ces témoignages montrent que nous avons encore du pain sur la planche. Et pour ce faire, nous devons soutenir nos dirigeants africains à ce moment-là, pour que nous soyons ce que nous voulons. Parce que nous voulons vivre heureux et être à l'aise. Si nous avons des problèmes, nous pouvons résoudre nos problèmes sans tendre la main à X ou Y. Donc pour le faire, si nous ne sommes pas bien assises, est-ce qu'on peut le faire? Donc, raison pour laquelle nous devons accompagner cet engagement de nos dirigeants pour que, à la fin, nous soyons tous heureux. Oui, Atia, c'est vrai, le discours de professeur Doucet a vraiment fait parler de lui, de même que l'intervention du chef de l'État, du président du Conseil, et vraiment que le Togo est toujours en marche sur le plan international, sur le plan mondial. Oui, bon, le Togo, comme vous avez pu le constater, quand on parle de la sécurité, quand on parle de la paix, le Togo est bien cité. Pourquoi le Togo est cité? Parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés au niveau du Togo pour ne pas faire basculer le pays dans l'anarchie, puisque un pays où il y a le désordre, où il y a l'insécurité, où il y a l'anarchie, ce pays ne peut pas se développer. Donc les autorités togolaises mettent beaucoup attention sur le volet paix. Vous avez parlé des Yadema, donc paix, ça rime avec Yadema. Donc on met beaucoup de notre attention sur les questions sécuritaires. Et je parlais du terrorisme, vous avez vu, le Togo est vraiment au front contre ces terroristes, et le Togo aussi a participé à des opérations de maintien de paix et tout ça là. Donc c'est dire que le Togo s'est résolument engagé sur les questions de stabilité, sur les questions de paix, sur les questions de développement. Quand je reviens un peu par rapport au discours de Robert Doucet, c'est la tendance. Quand on parle du panafricanisme, il y a beaucoup d'axes là que nous ne pouvons ignorer. Et donc sur ce plan, on parle de l'Afrique qui doit se réinventer, l'Afrique qui doit reprendre sa place, l'Afrique qui doit s'affirmer, voilà, parce qu'il y a eu, de par le passé, beaucoup de situations qui ont fait que le développement de l'Afrique n'a pas été celui que nous tous nous aurions voulu. On parle de la colonisation, l'esclavage, la traite négrière. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Donc aujourd'hui, on estime que c'est des plaies à penser. Et le Togo se montre véritablement comme joue un rôle de lead sur ces questions. Et le Togo montre aussi la voie pour que l'Afrique renoue avec son histoire, mais que l'Afrique prenne son destin et son envol. Je pense que c'est des discours qui résonnent bien dans les chancelleries et dans plusieurs officines en Afrique. Et quand vous voyez un ministre des Affaires étrangères parler de l'Afrique qui doit prendre son destin en main, l'Afrique qui doit se réveiller, le panafricanisme, amener les Africains à aimer l'Afrique, amener les Africains à se connecter aux afro-descendants. Vous voyez, donc c'est des axes qui doivent intéresser. Sauf que moi, ce que parfois je déplore dans les discours, c'est que après ces beaux discours, quand on revient, le pas qu'il faut poser pour que ce qu'on a déclaré rime avec ce que nous aurions voulu. Il y a des balbutiements, il y a des écarts, il y a parfois ça tangue. Et c'est ce qui fait que parfois, quand nous déclamons des choses, on ne nous prend pas au sérieux parce que c'est comme si c'est de belles littératures que nous livrons. Mais au finish, nous ne sommes pas conséquents envers ce que nous-mêmes nous disons. Voilà. Jules. Je vais renchérir un peu ce que l'aîné vient de dire. C'est pour dire que la réalité qui règne dans nos propos est différente de la réalité sur le terrain.
Si nous disons des choses et que sur le terrain, nous ne mettons pas ça en pratique, on est en train de se contredire. Tout à fait. Ouais. Comme on vient de le dire, que nous sommes arrivés à un moment où nous devons nous mettre dans la tête que nous avons une pression de réussir. Et pour réussir, nous devons mettre la rigueur. Et traduire les actes. Et traduire les faits dans les actes. Ouais, les faits dans les actes. Tout à fait. Aujourd'hui, nous attendons tous la sortie du nouveau gouvernement. Pourquoi ça prend du temps? Seul le patron a le dernier mot. Il voit, il observe. Parce que nous sommes tombés dans une nouvelle république où les erreurs du passé ne doivent pas se répéter. Tout à fait. Il Ça, vous faut, comprenez? faut- Parce que les détracteurs attendent que une seule erreur se tombe glisse. et ils vont commencer par crier que ça ne va pas aboutir. Parce que eux-mêmes, ils se sont mis déjà dans la tête que ce régime ne servira à rien. Maintenant, est-ce que nous avons l'obligation de leur donner cette chance-là, de se dire qu'ils ont raison sur nous? Non, il faut prendre le temps pour bien faire les choses au lieu de se précipiter pour mal faire les choses. D'accord. Donc, attendons, patientons, et que cette patience-là servira toujours du bon pour le peuple togolais. Il vaut mieux tard que jamais, Que jamais. et mieux bien reculer pour mieux sauter. C'est la même chose avec la nomination l'élection des maires. Je crois que l'exécutif, ou disons, les autorités sont en train de bien reculer pour mieux sauter. À New York, Atia et puis Jules, il y a eu quelque chose que nous sommes, sinon je suis tenté de qualifier de fait insolite. C'est le M66, le mouvement de 6 juin, qui se serait invité au sommet dont la progression s'est arrêtée à la métaphase 1. La délégation a été honteusement obligée de rebrousser chemin. Comment avez-vous apprécié cette scène, Jules? Rick, je pense que copier des choses qui n'honorent pas une personne, qui n'honorent pas tout un peuple, n'est pas bonne. Nos frères qui se sont déplacés pour aller se faire humilier, comme vous venez de le dire, ils ont d'autres moyens de dire ce qu'ils veulent dire là, d'une manière plus responsable que ce qu'ils ont fait. Arrivé à un stade de la vie, même si vous avez raison, vous devez savoir réagir, savoir réclamer vos droits pour que vous soyez pris au sérieux. Et que vous gardiez votre dignité. Voilà. Insulter une personnalité, surtout le premier responsable de toute une nation, pour exprimer votre mécontentement, Eric, c'est pas bien. J'ai l'habitude de dire que le Togolais n'est pas si méchant, si éduqué comme ce que nous vivons ces derniers temps. Il faut une prise de conscience. Même si vous avez quelque chose à proposer à votre papa, aujourd'hui, le président du conseil est le père de tous les Togolais, sans exception. Sur ce plan, nous ne parlons pas de politique, nous parlons en tant que citoyens. Et insulter un père, manquer du respect à un père en public, n'est pas dans l'éducation des Togolais. Donc, du coup, nous allons toujours prier à ce que nos frères et sœurs prennent conscience et faire une bonne proposition par rapport à ce qu'ils veulent aux autorités au lieu de les insulter et les manquer du respect.
Ok, Atia, vous avez suivi la scène qui s'est passée à New York avec le M6 et M66. Oui. Alors, quel a été votre ressentiment par rapport à cela en tant que citoyen togolais? Oui, bon, en tant que journaliste d'abord, parce que moi, Oui. je m'écarte des réseaux sociaux, ça il faut le dire d'emblée. Tout ce qui, l'activisme qui se passe sur les réseaux sociaux n'est pas canalisé et ce ne sont pas aussi des groupes autorisés pour pouvoir porter des voix légitimes. Ça, je le dis d'emblée parce que moi, dans ma profession de journaliste, je me fie à un code de la presse et de la communication, donc qui m'interdit un certain nombre de champs. Et donc, quand je reviens en tant que citoyen, moi, j'estime que le M66 a posé beaucoup d'actes et que nous avons suivis à travers les réseaux sociaux, des actes de défiance, des actes d'injure, des actes d'outrage et parfois des actes de revendication plus ou moins légitimes des aspirations des populations. Bon, dans ce méli-mélo, ce mélange de genres, j'ose croire que quand on veut poser une analyse beaucoup plus raisonnable sur ce qui s'est fait, il y a beaucoup de choses, dont ce que disait mon cher confrère par rapport aux actes d'outrage. Vous savez que la loi togolaise n'accepte pas l'outrage. Et quand vous prenez un peu le code pénal en vigueur au Togo, il y a un certain nombre de comportements et que la loi n'autorise pas. Donc quand vous posez ces actes, vous vous exposez à la loi. Donc maintenant, leur déplacement au niveau de New York, moi je dirais tout simplement que ça fait partie de l'activisme. Donc ils sont allés pour faire entendre leur voix. Sauf que là-bas, en tout cas, c'est des formalités bien requises. Il faut avoir le badge avant d'avoir accès à la salle où se tient l'Assemblée générale. Il faut avoir été invité, il faut faire partie d'un groupe de lobbying bien accepté, autorisé. Donc il y a tout en tout cas je veux dire tout un cheminement à faire avant d'être véritablement accepté dans les arcanes de l'ONU. Mais ce que le M66 a fait à New York, je me dis que c'est une sorte de manifestation organisée par la diaspora et avec certains éléments pour se faire entendre. Sauf que tous ceux qui participent vraiment à l'Assemblée des Nations Unies sont dans un canevas bien spécifique et pour pouvoir les rencontrer, on ne se lève pas et on arrive, on débarque, on rentre dans la salle. Voilà ce qui peut expliquer les mésaventures dont vous avez parlé. Voilà. Terminons par ce divers. Sénat à l'appui de l'UFC et Innocent Kagbara du PDP, tous sénateurs togolais, sont désormais membres du Parlement de la CEDEAO aux côtés de notre sœur et chère honorable, la présidente Ibrahima Memounatou. La démocratie et la diplomatie togolaise ont encore fait parler d'elle. Hein. 2 minutes, on nous indique. Hein. Merci, monsieur Eric. Vous allez constater que nous sommes en train d'avancer sur tous les plans. Quand vous prenez, par exemple, l'entrée de nos frères qui viennent d'entrer dans le Parlement de la CEDEAO, nous devons d'abord leur féliciter et leur encourager et que Dieu les accompagne dans cette nouvelle mission. Prenez juste l'entourage du chef de l'État depuis son arrivée et qu'aujourd'hui il est devenu le président du Conseil. Souvent, il a toujours composé avec ceux qui veulent travailler et ceux qui l'ont combattu hier et que dès qu'ils sentent que tu as envie de faire quelque chose qui va dans l'intérêt de la patrie, qui va dans l'intérêt de la nation, il n'hésite pas à te faire appel. C'est là où il faut voir la grandeur de l'homme. Sinon, certains, nous sommes tous des citoyens, nous connaissons le parcours des gens. Si le chef président du conseil allait tenir compte de certains actes, de certaines personnes qui ont posé envers lui, je pense que certains n'auront même pas la chance
d'être même simple conseiller municipal. Acha, c'est un message à l'opposition en quelque sorte. Non, en fait, ce n'est pas un message. Il faut dire tout simplement que notre Parlement, aujourd'hui, dans le système bicaméral, est composé de 2 chambres. Donc, il y a la Chambre haute, que nous appelons l'Assemblée nationale, et la Chambre haute, plutôt, que nous appelons le Sénat, la Chambre basse, que nous appelons l'Assemblée nationale. Donc, le Parlement est constitué de ces 2 chambres. Donc, vous savez que les 2 personnalités dont nous venons d'évoquer sont sénateurs. Donc, ils sont au niveau de la Chambre haute. Donc ça fait partie aussi du Parlement. Oui. Donc il y a déjà 3 députés qui sont déjà au niveau du Parlement de la CEDEAO, dont Ibrahim Amémenetou. Et donc les 2 sont allés compléter. Ça fait les 5 requis pour pouvoir faire partie de l'Assemblée, disons, du Parlement de la CEDEAO. Donc voilà ce qui a été fait. Donc ils ont été désignés au niveau du Togo pour aller représenter le Togo au niveau du Parlement de la CEDEAO. Donc nous devons les encourager parce que là-bas on parle de la CEDEAO des peuples, donc ils vont porter la voix des Togolais là-bas et travailler de manière à ce que tout ce que la CEDEAO décidera en termes d'amélioration des conditions de vie, renforcement de la démocratie, renforcement du respect des droits de l'homme et tout ça là, ils vont porter la voix du Togo, ils vont travailler raisonnablement pour que la CEDEAO puisse continuer par déployer ces mécanismes dans le bien des populations de l'espace communautaire. Voilà, félicitations à eux et que le Parlement leur soit favorable et que surtout bon vent, comme on le dit, à eux et à leurs collaborateurs. Et c'est la démocratie togolaise qui est en marche. C'est sur ce divers que prend fin la messe de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Merci, chers confrères, invités, Acha Ibrahim, directeur de publication du journal Temps Nouveau, et puis Jules Ferry Agbo, il est le président du mouvement Fort est Grand, et puis deuxième, c'est un analyste politique et sociopolitique d'ailleurs, et il est ambassadeur genre et développement 2021 au Togo. Et puis, il vient de décrocher un trophée, selon nos informations, en mai dernier. Un trophée dont nous aurons l'occasion de vous parler dans les prochains rendez-vous. J'ai bénéficié de l'assistance technique de Djelil Deja, qui est sur les 2 caméras, à cheval et à la réalisation. Et puis de l'autre côté, pour la mise en orbite et la diffusion, c'est Prince Agbessi. À tout ce monde, je dis merci et je donne rendez-vous à la semaine prochaine, bien entendu. Celui qui se propose de faire quelque chose a en face de lui 3 grands ennemis. Ceux qui veulent faire la même chose que lui, ceux qui veulent faire le contraire de ce qu'il fait, et l'immense majorité de ceux qui ne veulent rien faire du tout. C'est de Jean-Jacques Rousseau. Bonne méditation. À la semaine prochaine.